Bonjour et bienvenue sur Blockchain Addict pour une nouvelle interview. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Artem Shipkov. Tu me corrigeras en ce qui concerne la prononciation de ton nom de famille si je me suis C'est trompée. bon. Tu es donc, c'est bon, ouf, tu es donc responsable France chez DYDX Foundation. Donc DYDX, pour faire simple, c'est un DEX, c'est un exchange décentralisé qui vous permet d'accéder à la DeFi assez simplement. On en reparlera pendant l'interview. Pour rentrer dans le vif du sujet et puis aborder du coup tout d'abord que tu te présentes, pardon. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et puis de ce qui t'a mené à être responsable France chez la DYDX Foundation? Bien sûr, on peut reprendre mon parcours d'abord scolaire. C'est là où tout a commencé finalement, avec une entrée à Rennes School of Business, une école de commerce mi-tiers à l'époque, pas haut de tableau, on doit l'avouer, où je suis rentré tout simplement pour faire mon master, mon bachelor. Et au fil du temps, avec des stages, je me suis pris de passion pour l'entrepreneuriat. Donc j'ai commencé à entreprendre en créant une agence de services SEO, SIA, où j'ai commencé à avoir des clients, des connaissances là-dessus. Finalement, je devais faire un stage dans la foulée où je suis parti à Malte, le berceau de la crypto à l'époque, avec, je me rappelle pas, c'était Binance qui venait juste d'arriver sur Malte à ce moment-là. J'avais eu une news, je me suis dit, ok, bon, il faut que j'aille là-bas. On va parler de crypto, je vais trouver un stage qui va faire l'affaire. Et j'ai rencontré un type super qui s'appelait Maxime Béné à l'époque, enfin toujours encore maintenant, et qui m'a appris absolument tout sur la crypto. Donc ma passion a commencé à s'amplifier à partir de ce moment-là. Et au fil du temps, j'ai fini mes études, j'ai continué à entreprendre et il y a toujours cette passion de la crypto qui reste en soi. Je pense, Antoine Magali, vous avez eu exactement la même chose avec la crypto, Cette cette passion chose qui qu'on n'est apporte. pas expliquée, qui demande que d'être résolue et continuer à être explorée. Donc, je me suis dit: «Bon, il faut que je fasse une carrière un peu dans la crypto». Je laisse l'entrepreneuriat de côté. Malgré qu'elle faisait de l'argent, ma boîte faisait de l'argent, je générais suffisamment de revenus pour vivre à l'étranger, voyager et faire ce que je veux. Et j'ai eu une proposition de Binance qui sortait un peu nulle part. Donc je les ai rejoints au fil du temps. Je les ai rejoints David Prancé à l'époque pour l'aider sur quelques mois à Paris, en plus en remote. Et ça m'a pas plu forcément l'équipe, le management, et c'était un peu trop grand, c'était trop corporate. Je m'attendais pas à ça. Donc j'ai décidé de partir, recontinuer mon aventure entrepreneuriale. J'ai une proposition de Bybit à ce moment-là qui m'a contacté pour faire du freelancing chez eux, faire un peu de conseils sur les équipes francophones pour 2 aspects, SEO, traduction et en plus faire, ils avaient des demandes de régulation à ce moment-là. Donc j'ai pu les accompagner sur certains points sur lesquels je maîtrisais. Et par la suite, j'ai encore du coup arrêté avec Bybit, continué l'entrepreneuriat, et comme je vous expliquais initialement, toujours encore la crypto qui revient derrière l'oreille, qui dit: «Bon, qu'on continue à travailler là-dessus». Et j'ai rejoint en part-time DYDX à ce moment-là. Il y avait 2 équipes, j'étais pas au courant. Il y avait DYDX Trading, on va en parler un peu plus tard, mais il y avait C'était en DYDX. quelle année que tu as rejoint DIDX? Non, non, justement, j'avais postulé chez DYDX Trading initialement parce que je pensais qu'il y Ouais. avait qu'une seule équipe américaine et forcément, Mmh. sortir du cadre centralisé, pour partir du cadre centralisé à décentralisé, on comprend pas forcément les choses, initialement. Donc DYDX Trading qui me dit, «Bon, si tu es pas aux États-Unis, ça va être impossible». Je me dis: «Bah, comment ça se fait?» Ils me disent: «Bon, bah, tu peux demander à Fondation». Et Fondation, du coup, je suis allé voir le site. Ah, OK, il y a une fondation, qu'est-ce que la fondation? Et à ce moment-là, mon knowledge DeFi a commencé à s'approfondir. Je me suis dit: «Bon, j'ai pas tout le knowledge nécessaire encore en DeFi, il faut que j'apprenne. J'ai ma boîte qui tourne à côté, je vais partir en full-time, en part-time, pardon». Et j'étais contracteur, du coup, en faisant du community management, un peu beaucoup de marketing à ce moment-là encore quand même pour DYDX. Et au fil du temps, on a vu quand même une explosion d'utilisateurs en France pour DYDX. Et on a vraiment vu, cette passion-là, ce branding qui s'est installé en France, en tout cas en francophonie, pas uniquement en France, mais en francophonie. Et du coup, je suis parti full time en étant aujourd'hui lead France pour DYDX. En espérant que maintenant ça s'expande en Europe et qu'on puisse avoir plus de visibilité. En tout cas, félicitations pour toutes ces aventures. C'est impressionnant. Et vous êtes combien dans l'équipe vous êtes combien dans l'équipe? Alors en fondation, on est toute une petite équipe, on est une 16 en full time.
Et on a encore 4-5 contracteurs qui s'occupent de certaines régions du monde, comme le Brésil ou la Turquie, qui sont contracteurs. Donc, on doit être une petite vingtaine. Et DYDX Trading, eux, sont un peu plus quand même. Ils sont une soixantaine, avec la majorité qui sont ingénieurs, donc développeurs, codeurs, qui sortent majoritairement, je les ai rencontrés récemment, qui sortent tous de très grosses boîtes, de Google, Facebook, Amazon. C'est impressionnant d'aller voir en action. Ils sont une soixantaine, 70 ans. Est-ce que tu pourrais expliquer qu'est-ce que c'est en fait cet échange décentralisé, comment ça marche et pour ceux qui connaissent pas du tout, voilà, faire un petit descriptif. Bien sûr, je pense qu'il faut peut-être se refaire un petit retour en arrière. Comment est-ce que DYDX a évolué au fil du temps? Juste pour qu'on puisse comprendre, je ne vais pas partir sur les versions 1, 2 de DYDX qui ont existé en 2017 et 2018. Mais il faut savoir que pendant les 2 dernières années, je pense que vous avez connu DYDX à ce moment-là avec le token qui a été lancé. Il y a eu un airdrop qui a été assez conséquent. Et DYDX, pendant très longtemps, pendant les 2 dernières années, on était ce qu'on appelle un exchange hybride. On n'était pas forcément entièrement décentralisé. Donc, on avait une équipe qui gérait toute la conception technologique qui s'appelle DYDX Trading et qui va gérer encore aujourd'hui la conception technologique, mais d'une manière différente. On pourra en parler un peu plus tard. Et c'est eux qui ont développé, du coup, avec Antonio Giuliano, le fondateur, un ancien de Coinbase, qui a fondé ça, même pas confondé, en 2017. Et en fait, ils ont une équipe aux États-Unis qui s'occupe de tout le produit. Ils s'occupaient à un moment donné de la partie marketing. Ils s'occupaient à un moment donné de tous les aspects de gouvernance également avant que la fondation existe. Et au fil du temps, on a commencé à avoir ce spectre de décentralisation qui commençait à se développer. Donc, forcément, comme vous voyez, vous passez sur les investisseurs. On a énormément d'investisseurs qui nous ont conseillé, qui ont conseillé Antonio à ce moment-là. Comment faire, pourquoi faire, quels sont les intérêts des deux côtés. Et la vision d'Antonio de base, ça a toujours été de construire un produit perpétuel pour les non-custodial et pouvoir trader tout simplement dans le monde entier assez facilement en DeFi. Et d'où après la version 4 dans laquelle arrivé, on a eu la fondation qui a été créée, l'Upsub DAO sur la version 3, et au fil du temps, on va avoir de plus en plus d'entités qui se créent par de la communauté et qui vont développer l'écosystème DYDX. Mais je pense qu'on va revenir plus en détail, ça peut paraître assez flou aujourd'hui, mais on va prendre le temps. Oui, tout à fait. Puis vous avez votre apparition du coup sur Cosmos et je crois que ça va changer la donne pour l'échange. Vous allez pouvoir, les frais vont diminuer, il me semble, donc ça va être intéressant pour l'utilisateur. Est-ce que c'est fonctionnel à l'heure actuelle? Alors, on est passé il y a eu 2 versions. C'était fonctionnel en début de mois. En fait, on a lancé ce qu'on appelle la Genesis, c'était le 1er novembre, si je ne me trompe pas. La Genesis, simplement, c'est le bout de code qui est lancé, la chaîne qui est lancée. Et ensuite, on a eu deux périodes. On a déjà l'habitude de lancer, du coup, changer, entre guillemets, de technologie, parce que entre la version 2 et la version 3, on est passé d'Ethereum, où les fees étaient énormes, beaucoup de difficultés à trader, on n'était pas forcément. Il faut savoir que DYDX, dans les années 2018, ça a été déjà un exchange leader devant Uniswap. Et lorsque le bull run a explosé, on a complètement été perdu. Le produit de market fit n'a pas suivi le marché. On s'est rendu compte que les personnes cherchaient uniquement à avoir du permissionless en spot, pas forcément à trader. Sur la DeFi, le trade n'était pas forcément efficace et encore développé. Donc, on a changé de technologie. On est parti sur Starkware. Au fil du temps, avec Starkware, on a décidé, pour des conceptions et pour des besoins d'utilisateurs, de passer sur Cosmos. Et on a eu deux versions là ce mois-ci. On est vraiment sur des timings parfaits avec la version alpha et bêta. Et aujourd'hui, c'est entièrement fonctionnel. Donc, depuis hier, justement, vous pouvez trader sur DYDX sur la version 4, recevoir 100% des fees. Il y a un système d'initiative qui a été lancé pour promouvoir tout simplement cette plateforme pendant 6 mois. Et en fait, si vous ouvrez DYDX Trading aujourd'hui, Magali, si tu peux partager ton écran, vous allez avoir 2 versions avec version 3 et version 4. Ça sera du côté d'Antoine, là. D'Antoine, pardon. Voilà. Et du coup, vous pouvez connecter votre portefeuille et tout simplement commencer à trader sur la version 4. Je vais vous partager un lien qui peut être intéressant ensuite. Vous allez voir. Yes. Hop, je le mets juste ici.
C'est des data lens qui permet d'avoir la data en direct sur les fees qu'on génère et également du coup, les fees qui sont régénérés aux validateurs et aux stakers. Avec le trading volume, on est encore sur un petit trading volume il faut savoir que DYDX faisait en version 3 1,5 milliard de volume par jour, en moyenne. Aujourd'hui, on est sur une milestone de 20 millions. On est assez content sur la journée. Et le but, c'est de passer par des paliers. Donc, 100 millions. On ajoute de la liquidité plus on ajoute. DYDX Trading, en tout cas pour le moment, ajoute les liquidités et les paires qui sont très liquides pour le moment. Donc, il y a eu 4 paires qui ont été lancées. Et au fil du temps, chaque jour, ils rajoutent de plus en plus de paires qui commencent à avoir de la liquidité sur la plateforme. C'est quoi les paires que vous avez du coup? Ok, vous avez quand même, oui. Donc, mais on voit je ne sais pas si le fait d'avoir l'USDC qui est apparu aussi sur Cosmos a joué sur les volumes qui sont et tout l'écosystème a pris du vert. Je pense que ça joue en fait et que les personnes se réintéressent à trader sur les petits market cap. Et donc, je pense après que les personnes, il y a eu des airdrops, donc les gens se retrouvent aussi à avoir de la liquidité. Et après, se remettent à racheter parfois via des DEX parce qu'ils ont eu un airdrop ou autre. Donc, ouais, c'est intéressant. Et c'est vrai que les DEX, il en faut parce que sinon, on va passer que par les plateformes centralisées. Et il y a eu quand même des nouveaux. Et quels sont vos fees? Comment vous fonctionnez? C'est quoi le modèle business de DITX? Alors, le business model, aujourd'hui, il est plus communautaire quand on parle souvent d'un business model, ça appartient à une seule boîte, mais Antoine, tu peux aller directement t'es sur la plateforme, quand tu vas sur portefeuille, si je ne me trompe pas, en haut à gauche. Yes. Hop, et à gauche, il y a les frais. Donc, il y a tout simplement tous les frais indiqués, quels sont pour les takers, pour les makers. Et l'écosystème DYDX et DYDX Chain se rémunèrent là-dessus, uniquement. Ok. Oui, comme tout échange, d'accord. Ok, super. Donc oui, plus il y a de volume, plus ça récompense. Il faut savoir qu'en termes de fees, si ça vous intéresse, en 2023, en fait, on a atteint déjà une milestone qui était majeure, qui était 1 trillion de volume au fil du temps, depuis la création de DYDX. Ça, c'est vraiment une milestone qui est énorme pour nous. Mais la majorité du boulot, en fait, a été fait lorsque la transition sur Starkware a été faite. Ça permet une scalabilité qui était plus importante. Donc, on avait vu plus d'utilisateurs. Lorsque le token a été lancé, ça permet une incentive qui était aussi importante. Il y en a en 2023, si je me rappelle bien les stats, c'est 70 millions de fees générés. Je raconte peut-être des conneries, c'est entre 60 et 70 millions. On espère avoir la même chose en 2024 si possible, sachant qu'on a de nouvelles features qui risquent d'arriver au fil du temps, sur lesquelles on peut en discuter avec le permissionless market éventuellement. Mais ce serait quelque chose d'énorme parce que finalement, tous ces fees aujourd'hui sont redistribués aux validateurs et aux stakers, 100% des fees. Avec, en termes de pourcentage, avant les rewards, on avait qu'on appelle ça, ce push sur le token DYDX. Aujourd'hui, tous les rewards sont distribués en USDC. Tu parlais de l'USDC justement tout à l'heure. Oui, ça c'est exceptionnel, ça c'est cool. Ouais. Et à chaque bloc, du coup, tous les validateurs et stakers reçoivent leur fees qu'ils génèrent sur DYDX à chaque bloc. Donc, il ne faut pas attendre un mois pour recevoir les rewards. À chaque bloc, ils reçoivent des USDC. Et ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau, entre guillemets, et qui est vraiment surtout utile pour le business model, pour le fonctionnement technique derrière. Moi, j'ai connu aussi Binance Dex qui s'était lancé avant. L'URL, c'était binance.org. Et ils ont mis fin à ce produit. Et en même temps, il y a eu d'autres solutions qui se sont présentées comme GMX ou GNS et avec un nouveau modèle. Et c'est vrai qu'après, on se réintéresse à toute cette partie défi. Et je me suis toujours posé la question au fonctionnement de toujours est-ce qu'un gros trader pouvait vraiment rentrer dans l'écosystème? J'avais parlé avec un grand trader français qui avait dit oui, mais la défi, si je viens avec mon argent, je peux pas faire grand-chose.
Et même des fonds d'investissement, ils peuvent pas se placer. Donc, c'est pas encore vraiment fonctionnel pour placer des gros ordres. Et je l'avais pas perçu ce problème-là, que finalement ça reste quand même très limité, encore. Il faut savoir que DYDX également, on a les gens ne le savent pas forcément, mais on a des utilisateurs qui sont pas forcément retail. On a des utilisateurs qui sont retail plus et voire institutionnels. Donc on a beaucoup de market makers qui traitent chez nous, d'où justement, vous devez peut-être sans doute connaître Wintermute, il y en a d'autres également, Ouais. Kirox, et cetera. Puis une levée de Hem, fonds là récemment. c'est possible. En tout cas, on a une relation très privilégiée avec eux parce qu'ils participent énormément à la gouvernance, ils participent à énormément de votes. Ils font partie des trustees également, Mmh. avec Aline. Mais on a vraiment une audience qui est vraiment très orientée incite. On essaie de créer une plateforme, de créer un écosystème, de faire tout en sorte que les incites se sentent bien sur la plateforme et qu'ils puissent se trader en toute sécurité, transparence, et qu'ils n'ont pas besoin de passer par le programme VIP de Binance. Hop. Alors j'ai pris des petites notes, mais je vais essayer de garder le fil et de pas partir dans tous les sens avec des questions. Tu as abordé justement tout à l'heure le nombre d'utilisateurs français francophones, tout du moins que vous aviez. Comment tu perçois l'évolution du marché crypto justement en France et en Europe actuellement? Alors question très vaste. Euh, mais je trouvais intéressant de l'aborder, notamment, nous on le soulignera dans l'article, mais notamment, enfin je trouve que c'est peut-être une évolution du marché qui met en avant justement les DEX au détriment des exchanges centralisés, pardon. Clairement. Je pense que c'est une question assez ouverte également que vous pouvez participer. J'aimerais bien avoir votre point de vue là-dessus, savoir comment est-ce que vous trouvez le marché français également. Mais j'ai énormément voyagé au fil des dernières années et j'ai discuté avec beaucoup de personnes également d'un point de vue crypto. Et je remarque qu'en Europe et en tout cas en France même, on a une des communautés les plus éduquées du monde. Et ça, c'est une chose certaine. On a des connaissances DeFi technologiques, des connaissances financières et je suis vraiment étonné qu'en termes de pourcentage, les Français n'investissaient pas énormément avant quand on regardait sur les Mmh. pourcentages du stock market ou ailleurs. Et je crois qu'aujourd'hui, je regardais les reports je crois que c'était Cryptos qui avait posté ça. 9% des Français ont investi en crypto aujourd'hui. Mmh. Parmi les 9% des Français, il doit y avoir 2-3 qui ont une connaissance assez drastique sur la DeFi. Euh, je pense qu'on est assez lucky, on est assez chanceux d'avoir cette communauté. Je sais pas par enfin si, tout ça, ça a été drive par tous les médias comme vous, Journal du Coin, Cryptos, Asher qui a éduqué énormément également sur Asher YouTube. a éduqué énormément, puis on a eu la Mmh. période Covid et la période Covid aussi, je pense on est resté beaucoup derrière les Il y en écrans. a beaucoup qui sont tombés dans le trou du lapin blanc pendant la période Covid aussi. Et Mais clairement, je suis assez souvent et je pense que les Français de base ont tout le temps cette avance technologique de base. On regarde les évolutions technologiques dans l'histoire du monde et on voit souvent que les Français ont cette longueur d'avance sur les premières années, premiers mois. On comprend beaucoup de choses, on crée beaucoup de choses. On a beaucoup d'acteurs comme Ledger qui font des choses superbes. Après, le but aujourd'hui, c'est de durer dans le temps et pas se faire manger au bout de 5-6 ans. Mais je c'est pense qu'on ça. avance dans le... Pardon, vas-y. Non, mais c'est ça, tu disais comment nous on l'appréhende aussi. Et justement, moi je l'appréhende comme ça sur le temps. Je trouve que c'est pour le moment trop tôt pour appréhender quoi que ce soit. Surtout quand on voit des fois quelques démonstrations sur les réseaux sociaux, etc. C'est encore un petit peu tôt, je crois, pour savoir vers où on va, même si la régulation gagne du terrain. Mika 2, les PSAN en France, ça commence à bouger un tout petit peu. Voilà, mais c'est encore très très jeune et ça se voit d'ailleurs aussi au nombre de sociétés qui ne sont pas encore en France, par exemple, et qui sont
à l'étranger. Et comment vous avez ça y est, je pars dans tous les sens, c'est pas grave. Comment vous avez abordé j'ai pris des petites notes sur ce que tu as dit tout à l'heure déjà, et comment vous avez abordé la transition, tu as dit que vous étiez passé d'une structure assez centralisée à la décentralisation, et comment vous avez abordé cette transition et quelles ont été les difficultés? Est-ce qu'il y en a eu? Il y a toujours des difficultés là-dessus. En fait, il faut voir, en tout cas, je vois la décentralisation sur un produit comme DYDX comme une société. Si on veut commencer à créer de la décentralisation et un spectre de décentralisation, et aussi la décentralisation, ça peut être se biaiser, en fait. Qu'est-ce qu'on appelle la décentralisation? Il peut y avoir la décentralisation à 100%, et pour une décentralisation qu'on s'approche de 10%. En fait, ça veut tout et rien dire également, c'est juste à quel point on se positionne, à quel point ça correspond entre les besoins du produit et les besoins de l'utilisateur. Je sais pas partir sur tous les sens également. Comment est-ce qu'on a réussi à faire une transition progressive? Et je pense qu'on n'est toujours pas au stade ultime de la décentralisation, bien que tous les composants techniques aujourd'hui sont décentralisés. C'est qu'on a déjà commencé à faire de reverse technologie. C'est-à-dire, OK, on a un utilisateur qui trade sur DYDX, on a besoin de tant de transactions par seconde. Quelle est la technologie aujourd'hui nécessaire pour être décentralisé, avoir un carnet d'ordre qui reste décentralisé, avoir un matching engine qui est décentralisé, avoir une communauté, les rewards qui sont décentralisés. Comment est-ce que les pools sont gérés? Est-ce qu'il faut un community treasury? Et du coup, il y a plein de problématiques qui s'attachent à ça. Et on dit, les ingénieurs, en tout cas, Antonio, ce qu'il a décidé, c'était aujourd'hui, il existe une technologie qui permet de faire ça, c'est Cosmos. Avoir un carnet d'ordre décentralisé qui n'est pas on-chain, en revanche, ça, il faut savoir. Il reste off-chain, mais il est sur le carnet vif des validateurs. Et justement, j'ai vu que vous avez parlé avec Adrien de StakeLab. Lui, ce serait le meilleur pour expliquer justement comment est-ce qu'il gère ça. À un moment donné, vous pouvez peut-être Mais est-ce qu'il pourrait y avoir beaucoup de volume? Est-ce que des traders un peu fous quand même, quand tu disais que tu travaillais, il y avait quand même est-ce que sur les DEX, voilà, est-ce que je sais pas, il y aura toujours une limite, mais est-ce que des gros traders fous pourraient rentrer du coup sur Cosmos et faire des gros trades? Sur Cosmos, en tout cas, on attend de le voir. Je pense que là, on aura suffisamment de liquidité sur les paires basiques, c'est-à-dire Bitcoin, Ethereum, Solana. Ça a toujours été, tu pouvais trader avec une profondeur de liquidité qui était assez importante quand même sur la V3, et donc on attend exactement la même chose sur la V4. Aujourd'hui, on est sur un timing un peu biaisé. On a été lancé hier pour le full trading, justement. Donc, je peux pas vous dire, oui, aujourd'hui, tu peux placer un ordre à 5 millions et tout va bien aller. Mais au fil du temps, on a ce programme d'incentive. Les market makers attendent de rentrer. Et en fait, sur les plateformes, souvent, les market makers attendent avant d'apporter la liquidité parce qu'il n'y a pas assez de retail. Et les retail attendent de rentrer parce qu'il n'y a pas assez de liquidité des market makers. Et on a ce stade qui arrive en premier. Et nous, on a lancé ce programme d'incentive pour, en fait, de tout en haut de la pyramide, pouvoir justement pousser tout le monde à trader. Et en fait, on va le voir très vite d'ici 1 à 2 semaines, quelle est la liquidité sur les grandes paires, comment est-ce que ça va être ajouté et comment est-ce que ça va se développer. Et je pense que ça, c'est les problématiques de boîte. On aura tout le temps des problématiques, des bugs, des choses à fixer, des problématiques de décentralisation. Et on va essayer comme une société, de résoudre ça étape par étape avec des proposals, avec tout ce qu'il faut. Et par rapport au levier, enfin, il y a eu quand même aussi une pression par rapport aux SEX qui ont réduit l'effet de levier et qui sont devenus plus raisonnables. Et vous, enfin, toutes les paires ont le même, on peut mettre, c'est quoi le maximum? C'est 20 aujourd'hui. On n'a jamais cherché à avoir des effets de levier qui sont grands, tout simplement parce que c'est ce que j'appelle assez dégène, finalement. C'est du gambling à un stade, et on cherche pas à créer une plateforme, nous, Far West, qui tire sur tout le monde. On cherche à faire attention à la régulation, être dans le sens des utilisateurs, ne pas leur faire perdre de l'argent. Créer vraiment simplement une plateforme qui est simplement décentralisée et qui est utile pour eux. On cherche pas à générer un maximum de fees pour se cramer d'ici 2-3 ans. Le but, c'est de devenir la plus grande plateforme décentralisée du monde, et surtout en perpétuel. Et on vous encourage plutôt à réduire ce nombre ou à l'augmenter? Ou ça va rester 20? Pour être honnête, je pense que ce sera décidé par la communauté. Aujourd'hui, les décisions ne se font plus d'un point de vue trading ou fondation. C'est des choses qu'on peut pas décider unilatéralement. Donc, tout va se décider par la communauté. Si la communauté décide,
mais la communauté est assez raisonnée, surtout sur Cosmos. Donc, ils sont conscients des problématiques des régulations, des problématiques de produits également, ce qu'on a besoin sur le marché. On a des personnes superbes, hein, comme si je vous invite à suivre par exemple Zaki de Oui, Sommelier, qui est Ouais. incroyable sur Twitter. c'est Il faut le parfait. ouais. Ouais, c'est très intéressant. De toute façon, ouais. Et puis Cosmos, moi, je suis assez fan, donc c'est pour ça que j'ai invité pas mal de gens. Il y a aussi Youssef d'Atom Accelerator qui Mmh. contribue beaucoup à. Et puis maintenant que le vote est passé, enfin, en plus, il y a eu l'inflation. C'est super tout ce qui se déroule sur Cosmos, et c'est vrai que ça évolue. Euh, c'est très sympa. C'est très sympa. Et sur la régulation, est-ce que enfin, il y a eu aussi l'affaire FTX, mais après, du coup, la régulation, je trouve, parfois est punitive. Et en tout cas, en France, bah, elle est là, elle est présente, tant mieux. Enfin, comment vous discutez avec la régulation, avec les acteurs, euh, avec eux? Alors il y a 2 points de régulation. Nous, en tout cas, à la fondation, nous, on est basé à Zug, en Suisse. On a une équipe légale qui discute en fait, on essaie de faire ultra, ultra attention à la régulation. On essaie d'être compliance à 100% avec tout ce qu'on fait. On le vérifie, une centaine de fois. On essaie de voir, on essaie de discuter avec le board, discuter en fait, avec tout le monde. Comme je vous l'ai dit, nous, l'objectif aujourd'hui, c'est d'avoir une plateforme qui permet de survivre. Au moment de trouver un produit de market fit pour justement, on a une vision sur 5, 6, 10 ans aujourd'hui, en tenue en tout cas. Euh, je suis assez positif sur la régulation, pour être honnête. On le voit en France, on a eu peur d'être puni avec la loi qui voulait passer sur la DeFi également pour les influenceurs, etc. Ça allait dans le bon sens et je pense que c'est des choses raisonnées. On a des propositions de loi qui passent, qui sont rediscutées. Il y a un lobby qui peut être fait par la dame et par des acteurs français qui permet de pousser la réflexion un peu plus loin. Et on avance, je pense, dans le bon sens. Il y a MiCA 2 qui arrive également en Europe. Mm. Je pense que c'est des choses qui vont poser des bases, des règles, des fondations claires et précises. Et derrière, le produit peut être assez modélable autour des régulations. Je Mmh. pense que c'est pas une problématique au final. Il y a deux types de produits DeFi aujourd'hui, on le remarque. Il y a ceux qui suivent absolument pas les régulations, qui sont anarchistes maxi, qui cherchent à justement effet de levier sans, pas de géobloc dans aucun pays. Nous, c'est pas le cas, par exemple. Chez YDX, aujourd'hui même, en lançant la V4, on a du géobloc sur certains pays, comme les États-Unis. Et ça, c'est Oui. Mais je me suis rendu compte avec l'expérience sur certains DEX que lorsqu'il y avait des événements extérieurs qui pouvaient avoir un impact sur le prix des actifs de la vraie vie, hein, des actions, mais du coup ça a un impact aussi sur la crypto, et souvent sur la crypto c'est amplifié. Souvent ces transactions ne passent pas, ou les prix de la chaîne deviennent ahurissants pour clôturer. Et en fait, avec l'expérience, on se rend compte que oui, ça fonctionne, mais du coup, on paye différemment. Enfin, dans le tableau, on va pas mettre les chiffres de d'habitude. Donc voilà. Et à chaque fois la période Covid, hein, on l'a vu quand les cours se sont effondrés, sur ce genre de plateforme-là, enfin, faut toujours voir, c'est tout nouveau. Et du coup, il faut des problèmes pour les régler, mais quand ça crache ou ça augmente beaucoup, enfin, faut tout. Et souvent, j'ai déjà vu des chaînes, voilà, qui se mettaient off, et ça peut poser problème parce qu'on peut pas, voilà. Et et comment vous travaillez sur ça? Quels sont les Est-ce que vous avez une équipe en permanence qui surveille que la plateforme se passe bien? Et est-ce qu'ils peuvent contacter, en tout cas, est-ce que vous avez un service contact au cas où que les personnes aussi se posent des questions? J'ai vu qu'il y a une partie académie. Heu, Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur en gros, SAV? alors il y a deux questions, je pense, là-dessus. C'est d'un point de vue Ouais. d'abord risque et management. Je sais que par exemple, DYDX Trading, eux, ils ont une équipe qui est appelée Research. Ils permettent en fait justement d'analyser quelles sont les problématiques qui peuvent arriver dans le futur. Est-ce que tout, tout correspond bien? Est-ce que d'un point de vue technique, quelles sont les problématiques? Et eux, ils font vraiment de la recherche pure et dure et poussée sur plein d'aspects de l'écosystème. Ensuite, il y a le SAV qui est une partie quand même assez importante de la fondation également.
Et ouais, il existe finalement du coup par un intermédiaire. Ça passe pas par la fondation. C'est ACX qui gère le service support, donc une entité qui est à part pour amplifier la décentralisation là-dessus également. Ah, c'est Euh, bien. vous pouvez passer par le service support. Aujourd'hui, c'est traduit directement en français si vous leur écrivez en français. Pour eux, ce sera en anglais, mais il y aura aucun souci. Et on remarque qu'il n'y a pas énormément de bugs. Souvent, il y a des questionnements, parce qu'en fait, c'est sur un smart contract, donc les bugs, ils devraient être évités au maximum. Euh, il peut y avoir des questionnements. Moi, je suis assez disponible également sur les réseaux sociaux. Sur n'importe quel langage, il existe un Discord pour presque 90% du monde où c'est couvert. Donc, on n'a pas encore de. Je me rappelle les problématiques de Binance en bull run, c'était le service support. C'était énorme. Ils avaient une équipe dédiée Mmh. de 17 personnes là-dessus, et en plus, tous les, qu'on appelle ça, les Binance Angels sur Twitter, ils répondaient. Nous, on n'a pas cette problématique. Peut-être on va la voir lorsqu'il y aura un flux plus important. Et en tout cas, avec la V3, on n'a pas remarqué ça. Moi, j'avais un petit peu une question autour de votre actualité. J'aurais souhaité que tu nous expliques un petit peu, puisque alors vraiment, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais il y a demain, je crois que c'est demain, le token unlock DYDX. J'aurais aimé un petit peu, voilà, que tu nous expliques ce que c'est. Ouais, je me tais, sinon après je vais spoiler. Alors, il y a un lock de, de tokens pour les employés, les VC, pour en fait finalement tout l'écosystème majeur demain. Euh, je connais pas trop les montants pour être honnête. Il parle de 500 millions. J'ai vu The Block a mis 500 millions, mais c'est un résultat qui c'est pas forcément vrai. Ce que je veux dire, c'est oui, il y a 500 millions qui se débloquent, mais au fil du temps, en fait, et c'est expliqué justement par la fondation sur leur blog qui a été lancé hier, c'est qu'il y a un vesting qui est fait. Donc, Ça. les personnes débloquent leur token au fil du temps. Je sais qu'il y a une panique au niveau de la communauté en pensant qu'il y a 500 millions qui se débloquent et ça va exploser, vendre à ce moment-là. Après, je suis pas conseiller d'investissement ou quoi que ce soit. Il faut faire Parfois, c'est attention. l'inverse. Parfois, c'est l'inverse. On ne sait pas. Et peu importe comment ça influe sur le prix ou sur l'écosystème, c'est qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un vesting. Les gens ne peuvent pas forcément vendre directement. Ils sont bloqués dans le temps, les employés, les VC, donc ils débloquent 100% de leurs tokens jusqu'à 2027, 2028. Ouais. Donc, Voilà, c'est 500 millions débloqués à hauteur de 15 millions par voilà, mois exact. de tête. Il me semble que c'est ça. À checker, je le préciserai en description si on a dit une erreur, je vérifierai. Mais il me semble que c'est ça. Et ce qui est important, ça me permet de faire une petite transition vers la gouvernance, puisque ces tokens ont une utilité qui est fondamentale pour DYDX. C'est que ce sont des tokens de gouvernance. En effet. Donc C'est exactement. du coup, comment elle est mise en place la gouvernance chez DYDX et vas-y, pardon Antoine. Non, j'ai dit que j'avais vu le premier vote sur Cosmos de la chaîne pour ouvrir le trading, il me semble. Et où Donc, sont les Il y a votes? 3 votes déjà, en effet. il y en a déjà 3. Bah, j'avais vu le premier, mais j'avais pas suivi le deuxième, le troisième. Mais j'avais vu déjà, j'ai dit tiens, il y a une gouvernance sur Cosmos, c'est cool, ça avance bien. Donc ouais, c'est vrai que il va servir. Et on pourra pas payer les frais avec le jeton, ou il y aura une partie où on pourra payer les frais de trading avec le jeton, ou ça servira qu'à la gouvernance. Non, non, le token aujourd'hui, il sert à 3 choses. À Ah, sécuriser l'écosystème, forcément, parce qu'il y a les validateurs qui doivent stacker leurs tokens pour sécuriser les blocs. Également à recevoir les fees, parce qu'en fait, en stackant sur les validateurs, vous recevez 100% des fees générés sur DYDX. Et également aussi à la partie gouvernance. Donc, tu as 3 utilités, dont la V3, on n'avait qu'une seule grosse utilité. En plus, il était très inflationniste parce qu'on distribuait beaucoup de rewards, mais il était uniquement sur un point de vue gouvernance. Et là, aujourd'hui, on extend sur 2 autres parties, donc stacking et réception des fees. il y a combien de validateurs il y a combien de validateurs? Il y en a une soixantaine aujourd'hui, on peut revenir là-dessus. Mais il y en a 128 au total qui attendent, et le but, c'est que ce soit permissionless. Donc, plus tu détiens de tokens, plus tu as des personnes qui vont déposer sur ton validateur.
plus souvent sur les hauts de tableau. On a eu quelques problématiques de gouvernance aujourd'hui, ça c'est normal au début, c'est que les 10 premiers détiennent la majorité du vote. Donc on se restreint encore une fois sur la partie de décentralisation. Et lorsqu'il y a des votes qui passent, comme aujourd'hui on a eu 3, je peux vous envoyer d'ailleurs le forum que vous pouvez aller voir, où il y a toutes les discussions. Hop, juste ici. Yes. Je vais sur DYDX en fondation, pour que vous puissiez suivre les proposals. C'est vrai, je la mets tout de suite. Et ce qu'on remarque au fil du temps, en fait, là, en tout cas pour le début de notre lancement, hop, je me mets ça ici également, et tout en bas, vous allez trouver les proposals. C'est que ces 10 premiers validateurs ont un impact qui est quand même assez énorme sur les propositions. Donc demain, ils peuvent faire un proposal, ils peuvent faire passer ce qu'ils souhaitent passer, et avec leur force de frappe, ils peuvent faire passer leur vote ou tout simplement ça charge pas. Et tout simplement faire passer leur conseil. Vous voyez, DIP 29, DIP 27, DIP 24, ce sont les derniers proposals qui sont passés. Ah oui, ça avance bien. Ah oui. Ah, c'est Et cool. après, comparer, et ça, c'est une de mes plus grosses peurs. En arrivant sur Cosmos, on a des personnes qui savent gérer le proposal. C'est pas une peur d'ailleurs, c'est juste une crainte que j'ai, c'est qu'on voit sur Osmosis par exemple où il y a plus de 650 proposals, et on peut très vite arriver à ce stade où ça devient on fait des proposals pour tout et n'importe quoi. Il peut y avoir des discussions qui peuvent être faites sur le forum, mais qu'on fasse des propositions sur un peu de tout et n'importe quoi et que ça devient ingérable. Donc le but, c'est justement au fil du temps, créer un maximum de sub-DAO. Et les sub-DAO vont pouvoir gérer des, euh, des décisions majeures sur certains aspects. Comme aujourd'hui, par exemple, avec le grand programme. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce que c'est le grand programme. Le grand programme, c'est un centre de financement, en fait. Si vous voulez participer à l'écosystème de DYDX, vous pouvez demander un subvention, j'ai oublié le terme en français, Ouais, c'est un financement ou par le grand programme. une Le grand contribution. programme va analyser justement ce que vous voulez faire, comment vous voulez contribuer à l'écosystème, sur quelle durée de temps. Il va vous allouer justement un prix pour ça. Et aujourd'hui, le grand programme a distribué jusqu'à 3 millions de dollars déjà. Il y a le grant de Starknet qui s'est terminé, mais sur leur forum. Mais oui, tout à fait. C'est intéressant, en tout cas pour les personnes qui proposent du contenu, qui créent du contenu et sur les écosystèmes de toujours regarder. Et ça permet d'avoir une subvention, parfois de la fondation en jetons, souvent, mais qui permet de voilà récompenser le travail fait. Donc ouais, c'est Magali, tout à l'heure, tu me disais quelles étaient les problématiques qu'on trouvait justement au fil du temps. Moi, une problématique que je trouve aujourd'hui d'un point de vue gouvernance, c'est on a une avancée technologique d'un point de vue Cosmos. Moi, je trouve qu'on n'a pas assez une avancée technologique d'un point de vue gouvernance. J'ai l'impression de voir le forum comme un forum dans les années 2003-2004, on discutait sur Google. La gouvernance, c'est le premier constat qu'on a fait là. Je sais pas exactement combien d'interviews on a dû faire, une vingtaine. C'est vraiment le talon d'Achille. La gouvernance, c'est compliqué. Que ce soit à mettre en place, que ce soit comment sont dispatchés les votes, quoi, l'équilibre des forces des forces en présence. Ça a l'air d'être vraiment expectation versus reality. Donc c'est toujours super intéressant, je trouve, d'en parler, parce qu'en plus chacun aborde les problématiques d'une manière qui est intéressante. Par exemple, je crois que c'est Youssef d'Atom Accelerator qui nous disait il faut une gouvernance IA des robots et et YOLO. Alors je sais pas ce qu'il a dit, hein, mais voilà. Non, et peut-être une assemblée. Parce que c'est vrai que je Oui, trouve une assemblée, c'est l'utilisateur intéressant. n'a pas à forcément voter sur des propositions de dev. C'est exactement Mais sur quoi on se tourne chez DYDX. C'est avec des assemblées on appelle ça des sub-DAO. Délégué. Ouais, c'est des sub-DAO. Justement, c'est des DAO je vais donner un exemple. C'est pas sûr que ça se fasse, mais je peux donner un exemple, par exemple, bien qu'on aura un programme de permissionless market un peu plus tard, mais c'est quel token on liste pour qu'on ne demande pas à tout le monde. En fait, on élit, pardon, une équipe de 5-6 personnes comme le grand programme.
On leur fait confiance avec un mandat de 5 ans et le but, c'est qu'ils résolvent les problèmes Mmh. à une vitesse, un peu plus accélérée. Parce que le but, c'est que sur la DeFi, qu'on reste pas à 2-3 mois de retard par rapport au listing sur les SEX, par exemple. Bah, faut que vous preniez les paires où il y a le plus de volume. C'est enfin tout Nous, on l'intérêt, va c'est essayer de résoudre ça par le permissionless market, justement, voilà, ça sert à rien d'arriver après que le volume soit redescendu. Oui, enfin, ça paraît logique et puis il faut que ça aille vite parce qu'aussi toutes ces gouvernances sont lentes, parce que ça met un certain temps, il y a des deadlines et parfois, moi, c'est surtout aussi sur la construction, je trouve que ça se professionnalise de plus en plus parce qu'avant, c'était vraiment le foutoir et maintenant, c'est vraiment les propositions se ressemblent de plus en plus et ça ressemble un peu à des ouais, c'est ça, j'apprécie beaucoup. En tout cas, que ça se structure, en tout cas pour les acteurs, ça permet d'être plus lisible, mais et je reviendrai sur la gouvernance où on peut, désindexer Tornado Cash sans faire une proposal sur leur propre gouvernance sur des protocoles et ça m'inquiète aussi parce que parfois on se dit: «Tiens, on passe tous sous avec des propositions», puis en fait, on n'interroge pas vraiment. On va quand même, là où on veut aller, même si la communauté, dit non Il faut et Non, je puis savoir aussi il y a la proposition, il y a ce qu'il faut en comprendre et il y a ce que les gens qui votent interprètent. Ça, j'ai remarqué aussi que ça pouvait être, assez problématique. Si tu as une interprétation plutôt que quelque chose, d'ordre du raisonnable, au bout d'un moment, ça coince entre, ce que veut le protocole et ce que veulent les utilisateurs du protocole. Parce qu'ils faut sont pas savoir sur la même longueur d'onde, quoi, tout simplement. savoir également que comment est-ce qu'est construit la gouvernance sur DYDX, c'est que tout le monde peut faire des proposals, tout le monde peut voter, tout le monde peut aller sur le stade, suivant, c'est-à-dire faire un proposal on-chain et ensuite off-chain et cetera. Heu, mais c'est qu'on tu dois détenir un montant de token qui est raisonnable et plus ta modification est majeure pour l'écosystème, Mmh. plus la détention de tokens doit être plus grosse. Donc, si tu veux faire un proposal sur, je sais pas, un changement très majeur, tu vas détenir X tokens DYDX. Je me rappelle plus exactement des chiffres, il faut que je retrouve. Mais c'est le donc même demain, modèle que AV, en fait. voilà, exactement, c'est ça. Demain, Artem, par exemple, je peux pas faire un proposal, je détiens pas suffisamment de tokens pour faire un proposal qui est majeur pour DYDX. Et ça paraît assez normal parce que pour participer à l'écosystème, participer, il faut être involve assez profondément, deeply là-dessus. Donc, détenir Mais des tokens pour est-ce que ça l'écosystème. est-ce que ça n'influence pas quand ces personnes qui ont beaucoup de pouvoir de vote votent dès le début, de l'ouverture? Du coup, sur des graphiques, on est plutôt tenté par aussi, voter la même chose et moi, c'est ce que je trouve, hein, et que je constate. Souvent, on a le CTFR dit non, on va dire non. Mais on regarde, à la seconde près, le graphique et on dit: «Tiens, il y a plus de non», enfin, il y a Oui, plus de oui. non, donc je mets non et c'est vrai que parfois que ce soit peut parfois griser quelques heures, enfin et de pas connaître, ce serait peut-être, parce que parfois on suit bêtement parce que et en plus on lit pas donc voilà. Mais ouais, parfois parfois les proposals, c'est pas évident de faire évoluer un écosystème avec la Je gouvernance. sais je sais plus qui c'est qui évoquait même que, un mécanisme d'incentive si tu votes, ça marche pas forcément parce que pouf, 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 les gens ils votent, mais ils ne pèsent pas le poids de leur vote et les conséquences que ça peut avoir dans le choix. Enfin voilà, c'est Mais toujours et c'est Louis assez intéressant. et Louis Gutmann de Starknet nous rappelait que vraiment, il fallait un jeton, du coup, pour la gouvernance parce que aussi ça permet aussi de limiter aussi par rapport au proposal et d'avoir aussi un pouvoir de vote et donc il faut un jeton. Et quand tu parlais d'utilité, tout à l'heure, tu peux revenir sur donc il y avait la gouvernance et l'utilité du jeton? Alors, C'était juste pour moi. pour sécuriser La Le sécurité. réseau? Ouais, c'était le réseau, il faut forcément détenir des DYDX pour valider, pour avoir ton validateur sur le réseau. Et en détenant les tokens sur le réseau, en les stackant, tu reçois 100% des fees générés par DYDX. OK. Donc en USDC, ce que je racontais juste avant. Et ça, Mmh. c'est quelque chose de très important pour nous, parce qu'on est parti sur un modèle où DYDX Trading recevait ça c'est une information qui est assez borderline, je vais la dire, mais c'est qu'ils ont environ 4 à 8 ans de turnover aujourd'hui par tous les fees qu'ils ont générés au fil du temps.
Donc, ils sont permis de dire, ils sont passés aujourd'hui d'entreprise LLC à association d'un point de vue juridique d'ailleurs aux États-Unis, en disant, nous, on va plus générer un seul fils de la boîte. Donc, on devient une association. Et comment est-ce qu'ils font pour survivre? Aujourd'hui, ils sont en faisant de la recherche, ils vont se focus uniquement sur la construction de produits. Donc, ils vont arriver comme un contracteur, comme Consensus arrive pour Ethereum, euh, en ajoutant une partie supplémentaire sur la conception de produits technologiques, comme ils ont pour ambition de lancer le permissionless market en début d'année prochaine. Est-ce que vous recrutez en ce moment? Est-ce qu'il y a des postes? J'ai vu tout à l'heure que oui, mais est-ce qu'il y a une demande particulière ou des talents que vous recherchez? On reste une petite équipe, on est sur un bear market qui est assez compliqué tout de même. Il faut voir tout simplement tous les sexes, les wallets qui virent à coup de pelle leurs employés aujourd'hui, dont je ne vais pas citer certains noms, mais vous les connaissez tout autant que moi. Il y a des problématiques. Nous, c'est le contraire. On est sur une vague exponentielle. On génère des fees, on a la recherche de talents. Je sais que DYDX Trading, eux, de leur côté, recherchent énormément d'ingénieurs. Donc, si vous avez un profil très ingénieur et que vous voulez peut-être aller vivre aux États-Unis, parce qu'ils font très peu de remote, eux, chez eux, dans leur bureau, c'est peut-être aller voir le site DYDX Trading, exactement. Ils sont à la recherche d'ingénieurs, de pas mal d'aspects techniques de cette manière-là. Une équipe qui est très, très, très qualifiée. Pour les avoir rencontrés récemment, je les avais jamais rencontrés auparavant. C'est vraiment des personnes qui sortent de Google en tant que lead technologique de Google. En fait, quasiment 70% des ingénieurs de chez DYDX sont des anciens de Google. Donc, ça, c'est un point à Ça savoir. doit être sympa l'ambiance. Ouais. Entre grands ingénieurs. Et on a DYDX Foundation également, où on recrute un tech lead qui peut nous aider sur certains aspects, qui peut communiquer aussi avec le support, qui peut faire pas mal de choses. On est sur déjà 1 mois de recherche, donc je suis pas sûr que ça a été closé d'un point de vue HR aujourd'hui, parce que je l'ai pas vu arriver dans l'équipe récemment. Mais il y a également aussi du coup l'Ops SubDAO qui a recruté récemment un community manager. Et ensuite, il y aura, en fait, au fil du temps, vous allez vite voir des sub-DAO, comme je vous disais, qui vont éclore. Donc, ils vont avoir des équipes. La grande sub-DAO qui va peut-être recruter de nouvelles personnes. Il y aura, et aujourd'hui, les gens qui veulent participer et gagner suffisamment d'argent, il y a beaucoup de moyens. En fait, participer à la gouvernance, être assez visible, commencer à construire des proposals, ça permet simplement d'être très visible et derrière d'accentuer votre profil pour avoir des besoins de gouvernance et travailler avec des sub-DAO, justement. Ouais, mais c'est comme tu as dit, toi, tu as commencé par faire de la traduction aussi pour des écosystèmes et rien que cela, ça fait du contenu et tu te fais repérer. Donc c'est vrai que aussi, quand on a un Exact. rôle important, sur la gouvernance, on peut après être Mmh. contacté par, la fondation ou même avoir des blogs, et puis l'histoire de Grant aussi, ça permet aussi de se faire remarquer. Heu, ouais. Carrément, ouais, ouais, carrément. On a beaucoup de personnes de la fondation également qui ont commencé en tant que community manager, dont moi, et qui ont évolué au fil du temps. L'objectif, en fait, on est encore sur un écosystème qui est petit. On génère pas des milliards de volumes comme les Coinbase, Kraken, Binance peuvent générer. Plus tu te positionnes très tôt dans ces écosystèmes-là, plus tu as de chances de réussir avec eux. Très sympa pour un On DEX commence décentralisé. à arriver au bout de nos questions. Toutefois, j'ai la curiosité, j'ai envie de reprendre une question qu'on faisait au début de nos interviews. On a arrêté un petit peu. On arrive vers la partie qu'on appelle un peu le mot de la fin. La première question du mot de la fin, on est quand même bavard, ce serait de savoir si en ce moment tu as un livre ou la dernière fois Maxime Baron nous a donné une série télé. Est-ce qu'il y a voilà un format média ou artistique que tu utilises en ce moment et qui te permet un peu de développement personnel et que tu pourrais conseiller aux gens qui nous regardent? Carrément. Je suis en train de lire en ce moment un livre intéressant, justement, qui regroupe cet aspect gouvernance, société, DAO, si on prend un peu plus de recul. Ça s'appelle de CEO Share ou de Share CEO. C'est sur le fondateur de Dubaï. Il n'est pas en format papier, vous pouvez le retrouver
Ah, peut-être je pensais que tu allais le sortir, Magali. Non, non, j'ai pris mon clavier pour le noter. Ouais, c'est de Cher CEO ou de CEO Cher, je sais plus exactement dans quel ordre. Je Il mettrai le explique lien. qu'en fait, c'est quelqu'un qui suivait justement le Cher de Dubaï et comment est-ce que Dubaï est passé de ce monde où ils avaient uniquement du pétrole dans un désert à avoir des systèmes qui ne fonctionnaient pas forcément très bien dans les années 90, avec un port, avec des conflits géopolitiques avec l'Iran, l'Irak, où il y a la guerre, donc ils se sont retrouvés dans un cul-de-sac où ils pouvaient rien faire d'un point de vue maritime, à une C'est pas très superpuissance connu. aujourd'hui, simplement, à avoir le meilleur aéroport du monde, avoir une société qui fonctionne très bien, bien qu'elle n'est pas démocratique comme nos politiques peuvent le faire savoir aujourd'hui. Il faut absolument être démocratique pour fonctionner. Mais ce livre, il explique tout simplement toute sa vision, comment est-ce qu'il voit les choses, être ce fast mover, analyse certains points, et du coup, c'est vraiment un bouquin qui est top à lire, honnêtement. Je sais plus par quel moyen j'ai trouvé, mais je le conseille à tout le monde. En tout cas, merci Artem d'avoir répondu à nos questions. Et puis Merci à vous deux. au plaisir de te revoir peut-être dans un an pour reparler de peut-être une nouvelle version qui sera en ligne. Avec plaisir, j'aimerais bien vos updates à propos de Permissionless Market. On n'a pas discuté, mais ça va être très, très Ouais. intéressant. Ça va être très, très intéressant. Entendu. Merci Artem. Merci beaucoup. Au revoir.